Bonjour à toutes et à tous. On accueille ce soir Sandrine Quirion, l'autrice de la BD Mon rond-point dans ta gueule, parue aux éditions La Boîte à Bulles. Enchantée Sandrine. Oui, enchantée. Bonjour à tout le monde. Donc je vais te laisser un peu présenter l'album que tu viens de faire paraître, du coup à La Boîte à Bulles. D'où venait ce projet? On reviendra donc sur le nom, Mon rond-point dans ta gueule. Oui, alors bon. Alors en fait, c'est une bande dessinée. Voilà, donc 160 pages, dans laquelle en fait j'ai retranscrit des témoignages de 9 personnes. Donc c'est des témoignages je vais les nommer, de Dany, Alexandre, Benjamin, Barbara, Michel, Gilles, Brice, Mathieu et Céline. Normalement, j'ai oublié personne. Voilà, donc ils sont des gilets jaunes en fait des Côtes d'Armor, sauf Céline, donc j'ai rencontré dans les Côtes d'Armor, mais qui est dans le sud de la France. Voilà, donc j'ai essayé de retracer un petit peu leur cheminement. En fait, donc j'ai retracé leur parcours de vie avant le mouvement pour essayer de comprendre ce qui a pu les pousser justement à s'engager dans le mouvement des gilets jaunes. Ensuite, j'ai retracé leur parcours, un peu ce qu'ils avaient vécu pendant le mouvement. Et ensuite, j'ai fait un petit bilan parce que pour certains, je les ai suivis sur plusieurs mois, voire sur une période d'1 à 2 ans. Donc, j'ai essayé de faire un petit bilan à la fin du témoignage. Une petite prise de recul, en fait. Je suis revenue les voir certains 1 an après pour voir un peu les conclusions qu'ils en tiraient et comment ils envisageaient l'avenir, en fait. Donc, c'est un petit peu l'optique du livre, c'était de donner la parole aux personnes qui ont vécu le mouvement et qu'elles racontent avec leurs propres mots et leurs propres regards comment elles avaient vécu les choses. Ouais, j'ai trouvé très intéressant la manière dont tu mettais justement un peu ces 3 périodes les unes à côté des autres, le avant, le pendant et le après. Et du coup, je me demande, toi aussi, je pense que tu t'es pas mal questionné sur qu'est-ce qui t'avait amené à en faire partie. Ce qu'on voit un peu au début de la BD quand même, tu présentes un peu tes premiers questionnements, tes premières colères et tes premières envies de retrouver les autres. Tu parles aussi de ta maman. Est-ce que tu peux nous dire un peu aussi toi, du coup, comment tu l'as vécu ce mouvement et quelles questions il t'a fait te poser? Alors moi, en fait, c'est vrai que je parle assez peu de moi dans la BD. Je m'utilise un peu comme personnage, en fait, pour faire le lien entre toutes les personnes justement qui sont dans le livre. Donc moi, en fait, à titre personnel, je l'explique un peu dans l'avant-propos. J'ai participé à quelques rassemblements. Moi, je l'ai mis le gilet jaune, en fait. Donc, c'est parce que je me retrouvais vraiment dans ce mouvement et les revendications me parlaient. Les personnes qui étaient dans le mouvement, c'était des personnes qui me ressemblaient, donc qui venaient du même milieu que moi, qui avaient les mêmes parcours de vie. Donc, c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce projet, en fait. Parce que moi, ma façon de m'exprimer, de m'engager, je l'ai fait finalement à travers cette BD. Je me suis dit que ce serait peut-être aussi efficace au final que de manifester, c'était de faire avec moi, avec la bande dessinée, parce que c'est comme ça que je m'exprime, d'essayer de donner la parole à la France moi que je connais, et la France d'où je viens, en fait. C'était vraiment ça la démarche. Donc effectivement, moi, je me suis posé beaucoup de questions au fur et à mesure des mois du mouvement depuis 2018. Et effectivement, ces questionnements-là, forcément, ils se retrouvent un petit peu dans le livre. Et ce sont les mêmes questionnements que finalement les personnes que j'ai rencontrées. Donc c'est vrai que je me suis beaucoup reconnue dans. En fait, chaque témoignage, effectivement, il y a mes propres questionnements qui ressortent à travers chaque témoignage. Et je me suis retrouvée dans chaque personne. J'ai retrouvé un peu des questionnements que je me posais. Ou même dans les parcours de vie, il y en a dans lesquels je me suis reconnue aussi. Et ouais, justement, au tout début de l'ouvrage, tu présentes ton projet dans cette idée de dire que tu voudras essayer de retranscrire, de montrer l'écoute que tu as eue de chacun des gilets jaunes que tu as rencontrés et que tu présentes dans la BD. Et j'ai noté aussi que tu l'adressais en partie aux personnes qui ne comprenaient pas et qui avaient eu tendance à juger avant de comprendre. Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu plus pourquoi ça a motivé ton projet? Alors,
Moi, ce qui avait motivé le projet, c'est vraiment le mépris social, en fait. C'est quand j'ai vu sur la façon dont on parlait de la France d'où je venais, hein. Quand j'ai vu ce qu'on en disait dans les médias et même ce que je pouvais entendre autour de moi, hein, dans mon entourage, aussi bien entourage professionnel qu'entourage amical, etc. Je voyais qu'il y avait vraiment un fossé social en fait que ce mouvement a révélé. Et en fait, c'est vraiment ça qui a motivé pour moi ce projet. C'était de dire qu'il fallait vraiment que j'ai créé un pont en fait entre ces deux France qui se croisent parfois sans jamais vraiment se discuter quoi, ou se parler, ou se voir même. Donc j'ai vraiment pris conscience de ça avec ce mouvement. Et j'ai vraiment essayé ce livre, il s'adresse avant tout, en fait, finalement, aux personnes qui n'ont pas compris le mouvement, pour essayer de faire en sorte qu'elles écoutent, en fait, ce que les gens avaient à dire, surtout. Et qu'elles essayent de comprendre aussi les problématiques de la France des Gilets jaunes, quoi. Bonsoir Sandrine. Oui, bonsoir. Tu as dit justement tout à l'heure que tu ressentais un mépris social important qui s'exprimait, entre autres, à l'encontre de la France d'où tu viens. Et donc, j'ai envie de te demander, mais c'est quoi la France d'où tu viens finalement? Comment tu pourrais la décrire? Je me suis beaucoup posé la question comment définir la France d'où je viens. Ça, c'est des questions que je m'étais jamais posées avant les Gilets jaunes, justement. Moi, la France d'où je viens, c'est la petite classe moyenne, en fait. On va dire ça. C'est les gens qui ont des petits salaires, les gens qui font des boulots, en fait, qui sont essentiels, mais qu'on ne voit pas forcément dans les médias, en fait. Donc, c'est les employés, les ouvriers. Enfin, moi, c'est la France d'où je viens, en fait. C'est ça que je pourrais qualifier. Donc, c'est cette France qui était complètement invisible avant le mouvement des Gilets jaunes, finalement, dans les médias. Et en fait, moi, je faisais partie aussi des invisibles dans mon parcours de vie, etc. Dans les métiers que j'ai faits, je faisais des métiers. J'étais une petite employée, voilà, lambda. J'ai fait un peu des boulots à droite et à gauche. Donc, effectivement, moi, ça me parlait. Ça me parlait, ce côté de rendre visible, en fait, des gens qui ne l'étaient pas et dont je faisais partie. Pour moi, c'est vraiment ça aussi qui a motivé ce projet. C'était l'occasion aussi de parler de la France d'où je venais à travers les Gilets jaunes, quoi. Oui, effectivement. D'ailleurs, tu l'expliques au début de la bande dessinée, en tout cas pour ce qui concerne les Côtes d'Armor. Donc, tu dis que essentiellement, c'est l'agroalimentaire, des gens qui viennent du bâtiment, de la santé, des services. C'est eux que tu as retrouvés sur les ronds-points. Et tu dis ensuite que tous ces métiers sont différents, mais ils ont un point commun, c'est que c'est justement les plus essentiels au bon fonctionnement du pays. Et effectivement, malgré ça, ils sont mal payés et ces gens-là ne vivent pas bien, ont souvent des difficultés à boucler les fins de mois. Et ça me fait penser ce qu'il y a eu un petit peu après le début des Gilets jaunes, pendant la crise Covid. Les médias, les gens de là-haut qui justement expriment ce mépris social, ils l'ont un peu reconnu quand même que, c'était que les essentiels qui faisaient tourner le pays, c'était les gens qui avaient eu sur le rond-point. Et pour autant, est-ce que ça a changé quelque chose qu'ils l'aient reconnu? Non, en fait, c'est comme tout, quand on traverse une crise, d'un seul coup, on se rend compte de ce qui est vraiment important et puis on l'oublie rapidement, en fait. C'est un peu... Mais effectivement, moi, c'est vraiment ça qui m'avait marqué pendant la crise Covid. Enfin, on y est toujours, mais en tout cas, pendant le premier confinement, on va dire, c'est que toutes les personnes qui continuaient à bosser pendant que les autres étaient en télétravail, tous les gens qui étaient en première ligne, qui prenaient des risques pour leur santé, finalement, c'était les gens que j'avais vus sur les ronds-points, quoi. C'était... Voilà, les ambulanciers, les ouvriers de l'agroalimentaire, les chauffeurs routiers, tous ces gens-là, ils étaient dehors pendant que les autres étaient en télétravail. Et effectivement, il y a eu une prise de conscience au moment du premier confinement, mais voilà, elle a été de courte durée, j'ai envie de dire. J'ai l'impression que les choses sont revenues un peu comme avant, quoi. Et donner la parole à ces personnes qui ont vécu ce mouvement, c'est ce que tu fais avec cette bande dessinée. Et ça, c'est super parce que on a besoin justement d'être représentés et qu'on nous donne la parole. Et pas que ce soit les autres qui parlent de nous, mais qu'on parle nous-mêmes de nous. C'était essentiel pour moi, parce que c'est vrai que j'en avais un peu marre finalement que
que d'autres personnes parlent à la place des gens, des gilets jaunes, et voilà, qui les analysaient sans arrêt, essayer de parler à leur place. Moi, j'ai vraiment voulu voilà, prendre le temps de les écouter et de retranscrire leurs propres paroles, surtout. C'était ça qui était important. Quand même une BD, mais c'est vrai que les dessins que tu fais dedans, ça donne aussi, je pense, beaucoup d'émotions, des souvenirs. Il n'y a pas que c'est de voir quelque part des visages, de mettre aussi, ça rend peut-être plus humain le récit et le fait de se sentir proche. Bah, c'est vrai que l'avantage de la bande dessinée, c'est que, en fait, je trouve qu'on prend plus de recul sur la réalité que dans un film ou sur une photographie. Parce que du coup, il y a toujours une part de subjectivité, parce que bon, bah, c'est malgré tout, les gens, je les dessine avec mon regard, je les dessine comme je les vois. Et donc forcément, je pense qu'on prend... Il y a vraiment une prise de recul qui se fait, le fait que ce soit dessiné, en fait. Et c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai fait attention dans la mise en scène. Les personnes, quand elles témoignent, en fait, je les ai toutes mises en scène quasiment dans un espace naturel, donc sur une plage, dans une forêt, dans un jardin. Enfin, j'ai fait en sorte, en fait, de remettre vraiment l'humain au centre du récit, en fait. Qu'on oublie un peu le côté gilet jaune, justement, et qu'on se recentre vraiment sur l'humain. Et c'était vraiment important pour moi. Et c'est vrai que j'ai eu des premiers retours, en fait, sur le livre, de personnes qui, justement, qui n'avaient pas du tout compris le mouvement, qui avaient pas mal de préjugés, et qui, au final, le fait que ce soit une bande dessinée, se sont intéressés au sujet, ont pris le temps de lire, et qui, finalement, ont revu leur jugement par la suite par rapport à ce qu'ils pensaient. Et en fait, c'est tout ce que je demandais, en fait. C'était juste... c'est d'apporter un autre regard, en fait, et peut-être d'amener des gens qui s'étaient pas intéressés au mouvement et qui avaient des préjugés, qui n'avaient pas compris ce qui se passait, de les amener à lire, en fait, et à essayer de regarder les choses autrement, en fait, à travers la bande dessinée. Parce que c'est vrai qu'on parle souvent nous-mêmes entre nous de sortir un peu de la bulle. Comme c'est vrai qu'on est très ancré sur les réseaux sociaux, bah finalement on a des fois l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui finissent par se croiser les années autres. Et il y a de quoi se demander si la BD c'est un peu un outil à part et ce que ça peut apporter en plus que toutes les autres initiatives qui sont prises. Finalement, il y a tout le monde qui donne un peu du sien à sa manière. Et tu as eu beaucoup de retours, toi, du coup, de personnes qui n'étaient pas forcément du mouvement aussi. J'ai eu quelques retours, en fait, effectivement. J'ai eu des retours de libraires aussi, de bibliothécaires, qui, pour certains, parfois pouvaient aller un peu à reculons, en se disant, voilà, ils n'étaient pas forcément... ils ne seraient pas forcément intéressés au sujet, ou en tout cas, ils avaient des a priori, et le fait que ce soit une bande dessinée, justement, ils l'ont lu, ils ont pris le temps de le lire, et ça les a interpellés, ça les a amenés justement à réfléchir et à voir les choses autrement. Donc moi, quand on me dit ça, voilà, c'était le but recherché, en fait. C'était vraiment, c'est vrai qu'avec la bande dessinée, ben, on rentre en librairie. C'est un livre, en fait. Donc on va forcément toucher des personnes différentes, et surtout des personnes qui ne seraient pas intéressées au mouvement d'une autre façon, en fait, qui ne seraient pas venues. Donc voilà, c'est vraiment pour ça aussi que je me suis dit que la bande dessinée apporterait quelque chose de plus par rapport à ça. Donc voilà, oui, c'est un gros travail. J'ai tout fait toute seule. Ah ouais. J'ai recueilli les témoignages, j'ai retranscrit, donc il y a des heures de témoignages. Après, il a fallu écrire aussi. Enfin, après, il faut voir comment. Moi, je me suis retrouvée quelquefois pour certaines personnes avec 8 heures de témoignages pour une personne en tout, sur plusieurs. Donc voilà, donc après, on se retrouve avec ça. Donc bon, après, il faut structurer, il faut savoir comment on va raconter ça. Et voilà, donc il y a un gros travail d'écriture derrière qui s'est fait. Et ensuite, il y a toute la phase de dessin. Donc, comment on va mettre en scène le témoignage, quelle image on va choisir, voilà. Après, il faut s'approprier aussi l'image de la personne, comment la représenter, comment la traduire en bande dessinée. Voilà, donc il y a tout un travail d'adaptation après. Et puis après, il y a la couleur. Donc, toute la phase de couleur. Voilà, donc quelle couleur on choisit. Donc je suis partie, c'est pour ça, sur du gris avec des teintes de jaune.
parce que ça me semblait cohérent avec le sujet, qu'on fasse vraiment ressortir le jaune. Donc j'ai mis une pointe de jaune sur chaque personnage, sur chaque personne. Voilà, donc il y a des choix comme ça symboliques en fait, au niveau des couleurs que j'ai fait. Honnêtement, je sais pas, si vraiment je me suis lancée là-dedans, c'est parce que ça me semblait important de le faire, mais j'ai pas compté mes heures. Ça a été parfois des nuits de Ouais, travail. Enfin, tu vas pas devenir millionnaire après tout le boulot non, que tu as fourni, quoi. non, c'est clair. Ouais, Non, c'est vraiment un engagement personnel et c'est clair, je vais pas me ouais, payer une ouais. piscine avec ça. Mais Non, ouais. c'est clair. Et Mais comment tu as vendu le projet alors? Parce que je vois, c'est la boîte à bulles. oui, Comment ça s'est passé pour la production et de la BD, du livre? alors moi, en fait, de la boîte à bulles, j'avais déjà travaillé avec eux. Donc sur le premier livre que j'étais en train de faire à ce moment-là, parce qu'en fait, je me suis retrouvée à faire les deux en même temps. Parce que ça me semblait tellement important de faire mon poids dans ta gueule que je l'ai vraiment fait à un moment donné les deux en même temps, sans savoir où ça allait me mener d'ailleurs, parce que j'avais pas l'intention d'en faire un livre à la base. C'était vraiment un engagement personnel à la base. Donc en fait, c'est vraiment il y a 2 ans que je l'ai proposé à mon éditeur en me disant est-ce que ça t'intéresserait un livre en fait avec des témoignages de personnes comme ça, et effectivement il m'a dit oui tout de suite. Parce qu'en fait c'est une maison d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée de témoignages en fait. Donc qui fait pas mal de livres à partir de témoignages de personnes, donc ça l'intéressait d'avoir ces témoignages-là. Ça faisait partie de ce que lui faisait. Et il m'a laissé une Mais liberté, mais vraiment totale. ils- excuse-moi, Ouais. ils font des témoignages, quoi, professionnels, enfin, pas sur les mouvements sociaux, parce que ça arrive pas tous les jours, mais Sur tous les sujets, ça peut être des témoignages intimes de parcours de vie. C'est vraiment très varié en fait. C'est des témoignages. En fait, le but c'est ce qu'ils appellent la bande dessinée du réel. En fait, c'est la bande dessinée qui parle de parcours de vie de vraies personnes, mais sur tout un tas de domaines en fait. Et effectivement, c'est vrai que je suis allée vers eux aussi parce que je savais qu'ils me laisseraient une liberté totale. Et ils m'ont vraiment laissé faire exactement ce que je voulais. Après, bon, il m'a conseillé sur certaines choses sur le plan technique, mais j'ai vraiment eu une liberté totale de ton et j'ai pu faire exactement ce que je voulais en fait. C'était la condition d'ailleurs pour le faire aussi, quoi. Après, à la base, moi, j'étais pas partie dans ce projet-là, dans l'idée d'en faire un livre, parce que j'avais commencé en novembre 2018 en fait à recueillir les premiers témoignages. Et je les avais diffusés à l'époque sur un blog sur Mediapart sous un autre nom, parce qu'à l'époque, je faisais ça de manière anonyme. Donc, j'étais pas du tout partie dans l'optique à la base d'en faire un livre. Puis finalement, c'est quand j'ai vu que le mouvement durait, que ça durait dans le temps, que finalement, je me suis dit qu'il fallait peut-être en faire un livre justement pour retranscrire ce qui s'était passé. Enfin, moi, en gros, je raconte la grosse dynamique du mouvement, quoi. C'était 2018 jusqu'avant le confinement, finalement. En fait, je couvre cette période-là, je me suis arrêtée avant le confinement. L'idée, c'était d'inscrire une mémoire, en fait, dans un livre, une mémoire du mouvement sur cette période-là. Voilà, et finalement, il n'y a qu'avec un livre qu'on peut inscrire une mémoire et faire quelque chose qui dure dans le temps, surtout. J'ai fait en sorte que ça puisse être lu aussi bien dans 10 ans que dans 6 mois, en fait, et que ce soit compréhensible. Voilà, donc j'ai fait un travail de mémoire, en fait, on peut dire ça. Et d'ailleurs, certaines personnes qui témoignent le voient comme ça. Elles voient ça comme finalement quelque chose qu'elles vont pouvoir transmettre à leurs enfants, à leurs petits-enfants, en disant, ben voilà ce que j'ai fait. Ils me disent, ils leur feront lire ça pour leur expliquer finalement ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait. Donc, ils le voient vraiment comme ça aussi. C'est vrai qu'autour autour des personnages que tu présentes un par un, qui ont vraiment finalement un moment à chacun dans l'ouvrage, on a quand même pas mal d'éléments de contexte qui sont donnés au début et qui peuvent permettre effectivement dans 5-10 ans de remettre finalement un peu le contexte qui a vu le déclenchement du mouvement, et même, je pense beaucoup, ouais, ce mépris social qui a été affiché. Tu as fait un bon travail de recherche, je pense, pour retrouver chacune des petites phrases très dures qui ont pu sortir de bouche à droite à gauche. Il y a eu des phrases hallucinantes, hein, d'une violence. Oui, concernant les phrases hallucinantes, par exemple, mais il y a des choses je trouve qui sont vraiment bien vues dans comment tu les présentes.
Et par exemple, lorsque il est fait allusion aux violences dont ont été victimes les Gilets jaunes, Oui. et il y a Castaner qui arrive avec son petit index levé et qui dit la phrase si la loi était respectée, il n'y aurait pas de blessés. Et la façon dont tu le présentes, comme ça, un peu de profil avec son index levé, c'est tellement en décalage avec les gens, comment tu les présentes de manière très humaine, que justement, c'est à la fois assez amusant et puis ça dénonce bien, je trouve, en tout cas, ça montre bien le décalage de ces personnages qui viennent balancer des phrases qui sont choquantes et qui sont complètement déconnectées de la réalité, en fait. Enfin, c'est vrai que il y a les témoignages, donc il y a un chapitre par témoignage et il y a aussi au début une introduction à peu près d'une vingtaine de pages justement où je retrace un petit peu toutes les étapes du mouvement. Alors c'est vraiment un résumé très, très résumé. Je me suis beaucoup pris la tête d'ailleurs sur ce résumé pour savoir qu'est-ce que je devais garder, qu'est-ce qui était nécessaire. C'était pas été évident cette partie-là. Et justement, c'était le but, c'était, je me dis, bon, quelqu'un qui n'y connaît rien, qui était dans un autre pays à ce moment-là, qui ne sait pas de quoi on parle. Le but avec cette introduction, normalement, c'est qu'il comprenne voilà, les différentes phases du mouvement et d'où c'est parti, tout ce qui s'est passé, tout ce que toutes les débats qu'il y a eu, toutes les problématiques. Et que voilà, qu'à la fin de cette introduction, voilà, il a cerné un petit peu. Et après, ça permet de mieux comprendre après les témoignages. Et les témoignages, après, elles approfondissent finalement tous les thèmes qui sont abordés dans l'introduction. Donc ça permet finalement d'apporter des points de vue différents sur le mouvement en fait, parce que c'est tellement complexe comme mouvement, c'était tellement compliqué finalement de résumer tout ça. Et effectivement, donc j'ai essayé d'apporter dans l'introduction, il y a un petit peu d'humour, justement, un petit décalage comme ça sur notamment sur les interventions du gouvernement qui étaient quand même un peu en décalage, surtout au début, avec ce qui était en train de se passer, quoi. Sinon, ils n'ont pas du tout compris au début ce qui allait leur tomber dessus. Ils n'ont pas compris ce qui se passait du tout. Et j'ai essayé de retracer ça, justement, tout ce côté. Et pas mal de mépris, finalement, le mouvement a été reçu avec pas mal de mépris au début. Et puis, au fur et à mesure, on voit que l'attitude du gouvernement change. Enfin, voilà, il y a toute une évolution sur la façon dont les médias en ont parlé, dont le gouvernement en a parlé. Enfin, il y a vraiment une évolution que j'ai essayé de retracer. Justement, il y a eu un gros travail de recherche, effectivement, pour essayer de prendre les bonnes phrases, retenir les bons éléments pour bien comprendre ce qui se passait. Ouais. Et tu dis que un de tes objectifs, c'était, enfin, et que justement ça a été pris comme ça par tes camarades des ronds-points, c'est que c'est un travail de mémoire et que même les Gilets jaunes vont pouvoir le transmettre ensuite à leurs enfants, etc., pour témoigner de ce qu'ils ont fait. Oui. Je trouve que c'est une idée très intéressante. Ça me fait penser à ce qu'on a fait un peu chez nous de manière très, très différente. Donc moi, je suis Gilet jaune en Vendée et par exemple, on avait fait un petit journal. Et le premier exemplaire de ce petit journal, c'était une somme de témoignages. C'est-à-dire que celui qui avait lancé l'idée nous avait demandé à nous tous voilà, d'où tu viens un peu et pourquoi tu es là. Et donc, ça avait fait des petits textes différents de chacun d'entre nous pour expliquer en quelques mots, quelques phrases, pourquoi on est là, pourquoi on est gilet jaune, qu'est-ce qui fait qu'on s'est levé et qu'on a décidé de participer à ce mouvement. Donc, je trouve que cette idée est très intéressante et je pense qu'elle a pris de formes différentes, mais qu'elle a dû se matérialiser de plein de façons différentes, localement, dans différents endroits, en fait. Puisqu'on était tous un peu mus par cette même idée aussi de dire ce qu'on était et de parler à l'extérieur, de leur expliquer pourquoi on était là, justement pour casser un peu cette image, ce mépris qu'on nous a bombardé dessus et cette image qu'on a voulu donner de nous qui était loin de la réalité, de ce qu'on savait, nous, ce qu'on est réellement. Et alors justement, tu dis que tu prends la BD, c'est une manière de communiquer aussi vers l'extérieur. Est-ce que tu as des histoires intéressantes où, par exemple, quand tu étais en séance de dédicace, est-ce que tu as eu des discussions avec des gens qui, au départ, ne connaissaient pas le mouvement, n'ont pas fait partie de ce mouvement, et qui, grâce à la BD, ont vraiment revu leur jugement et t'en ont parlé, par exemple? Alors moi, j'ai eu des retours, mais plutôt via les réseaux sociaux, des choses que j'ai pu voir passer, etc. Ou des critiques, des chroniques de l'album, justement, de personnes qui n'étaient pas forcément
pro-gilets jaunes qui savaient pas trop quoi en penser ou qui étaient un peu, qui avaient des préjugés, effectivement, qui ont revu leur jugement après avoir lu le livre. Après, en séance de dédicace, c'est souvent, pour l'instant, j'ai pas eu de séance de dédicace avec des gens qui avaient déjà lu le livre. Donc j'ai pas eu de retour. Par contre, c'est arrivé qu'en séance de dédicace, on est dans une librairie ou dans un festival, donc il y a toutes sortes de gens. Donc ils passent devant nous, et puis d'un seul coup, ils voient le titre, Mon rond-point dans ta gueule. Donc il y a différentes réactions qu'on peut observer. Il y a des gens que ça fait marrer. Hein. La plupart des gens, ça les fait marrer. Il y en a d'autres, ils font une grimace en se disant, mon Dieu, mais c'est ça. Et parfois, ça amène des discussions. Les gens sont curieux, ils s'approchent, et puis là, on peut discuter. Donc effectivement, j'ai pu avoir des discussions avec pas mal de gens ces derniers mois. Donc des gens qui n'étaient pas forcément pour le mouvement, certains qui étaient carrément hostiles. Des gens qui avaient eu des mauvaises expériences aussi, qui avaient été bloqués sur des ronds-points. Enfin, du coup, ça amène un dialogue vraiment, en fait. Et ça, moi, je les ai écoutés, ces gens-là aussi. J'ai essayé de comprendre pourquoi ils pensaient ce qu'ils pensaient. Et puis, j'ai essayé de leur expliquer, moi, un petit peu, justement, le vécu des personnes dans le livre. J'ai essayé de leur expliquer un petit peu, surtout la complexité du mouvement, en fait. Donc ça amène vraiment des discussions qui peuvent être intéressantes, justement, dans les festivals, dans les librairies, avec des gens qui sont parfois hostiles au mouvement et qui certains quand même ont la démarche de venir discuter avec moi et puis après moi j'essaie toujours de discuter avec les gens, j'essaie toujours de comprendre les gens, j'essaie toujours d'être dans le dialogue, donc ça amène des discussions intéressantes parfois effectivement, et c'était le but aussi, hein, c'était aussi avec ce livre, c'était vraiment le but, c'était de créer un pont en fait vraiment entre les gens et puis d'amener une discussion en tout cas et d'ouvrir une discussion. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce que tu sais si ton livre est présent pas mal dans les bibliothèques? Ce serait intéressant qu'il y soit. En librairie, enfin en bibliothèque, je ne sais pas encore. Je sais parce que j'ai des retours parfois de bibliothèques qui l'ont commandé. Donc il y a des bibliothèques qui l'ont commandé. Après, il faudrait que je demande à l'éditeur parce que eux normalement ils ont des retours là-dessus. Ouais. Je crois que je vais aller le réclamer moi dans ma bibliothèque. Et si beaucoup de personnes, chacun dans son coin, pouvaient déjà aller le demander, ce serait pas mal. C'est vrai qu'après, souvent ces usagers en bibliothèque qui peuvent commander un livre. Et généralement, ils les commandent si les gens les demandent. Oui. La petite question du coup sur le titre, ce titre Oui. qui a l'air d'attirer pas mal de gens. Donc d'où ça vient Oui. Alors le titre, d'où ça vient? Donc je l'avais. Moi, c'est un slogan en fait. C'est un slogan qui a circulé dans le mouvement. Moi, je l'avais vu pour la première fois dans le livre de Plein le dos, du collectif Plein le dos en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un collectif qui recense des photos de dos de gilets, de slogans de gilets dans les manifestations. Donc c'est partout en France. Donc ils centralisent ça en fait. Ils ont centralisé ça au départ sur un site internet et puis sur un journal en fait qu'ils distribuent en manif à prix libre. Et c'est devenu ensuite un livre. Donc voilà, donc un gros pavé en fait avec bilingue, donc avec des traductions en anglais qui remettent dans le contexte en fait, voilà, où il y a les plus beaux slogans de gilets. Et il y avait ce Mon rond-point dans ta gueule, donc qui m'avait particulièrement percuté et que j'ai trouvé surtout très drôle. Première réaction, c'est que ça m'a fait marrer en fait. Et puis finalement, c'est beaucoup plus philosophique que ça en a l'air comme titre. Et donc moi, effectivement, au départ, j'étais pas du tout partie pour l'appeler comme ça, le livre, parce que je trouvais ça un peu trop provocateur. Donc j'avais cherché d'autres titres, j'avais cherché des idées un peu plus poétiques, un peu plus. Et puis finalement, j'avais jamais rien trouvé qui soit aussi percutant que celui-là. Donc j'ai proposé à l'éditeur en me disant que ça passerait pas, et puis finalement, il m'a dit oui. Donc on est parti sur ce titre-là. Alors, en accord aussi avec les personnes qui témoignent, je leur ai demandé avant si elles étaient OK pour ce titre-là, parce que moi, je considère que c'est leur parole, c'est leur témoignage, donc elles ont leur mot à donner. Moi, je les ai concertées sur toutes les étapes du livre. Donc, voilà. Donc, ça leur a parlé aussi. Donc, voilà. Donc, on est parti sur ce titre-là. Et pour moi, je trouvais que c'est un titre qui résumait pas mal de choses, parce que Mon rond-point dans ta gueule, c'était vraiment... c'est vraiment comme ça finalement que le mouvement il a été vécu par ceux qui l'ont vécu aussi, parce que toutes les personnes qui ont vécu ce mouvement de près sur la durée, ça a été vraiment une grosse claque dans la gueule en fait. Ça a chamboulé les vies de toutes les personnes qui ont participé, à commencer par la mienne aussi. Donc c'est vraiment Mon rond-point dans ta gueule, c'est vraiment aussi pour ceux qui l'ont vécu.
Et c'est aussi pour la société, en fait. C'est d'un seul coup, il y a ce mouvement qui est sorti de nulle part, que tout le monde s'est pris un peu en pleine face en se disant mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a toute cette misère qui est ressortie, tout ce mal-être en fait que les gens n'avaient pas exprimé et qui d'un coup qui ressortait en fait. Donc c'est vraiment ça, le titre il résume tout ça. C'est genre d'un coup là on se tait plus, on sort dans la rue et on dit que ça va pas, on dit que ça va plus et on le crie haut et fort et donc en fait ce titre il résumait vraiment tout en fait. Donc au final dire le côté un peu jeu de mots, un peu potache, c'est un titre finalement. Enfin, je trouve que c'est un slogan qui a beaucoup de profondeur. Et comment s'est passée la rencontre avec Yvan de Bolloc en fait pour la préface? J'ai Oui. entendu dire que tu l'avais alpagué de manière assez, comment dire, assez directe et frontale. Bah, en fait, ça s'est passé comme il explique dans la, dans la préface. C'est-à-dire, en fait, moi, je l'ai contacté via une connaissance, en fait, qui connaissait quelqu'un qui le connaissait. Enfin, voilà, c'était un peu en disant, bah voilà, est-ce que j'avais pensé à lui, en fait, pour la préface, parce que beaucoup de gens, en fait, que j'ai rencontrés dans le cadre du livre, dans les témoignages, m'ont parlé de lui, en fait. Parce que c'était des Bretons, il est breton d'origine. Et son nom était souvent revenu justement parce que beaucoup de gens m'avaient fait remarquer en fait, qu'ils avaient vraiment souffert du manque du soutien qu'ils avaient ressenti de la part des artistes, des personnalités en fait, publiques. Et justement, ça avait été un des rares à l'époque et afficher son soutien. Et surtout, il a toujours été constant dans son soutien. Donc en fait, voilà, donc son nom est beaucoup revenu. Et notamment, il y a des personnes dans le livre en fait qui m'en avaient parlé. Donc je me suis dit que j'allais le contacter pour lui proposer d'écrire une préface, alors, sans trop y croire. Donc j'ai demandé à cette personne là que je connaissais, qui connaissait quelqu'un, en disant bon éventuellement, voilà, si ça peut se faire. Bon, j'y croyais vraiment pas. Puis finalement, fini par de fil en aiguille, on a fini par savoir au téléphone. Donc, je lui ai expliqué un petit peu ma démarche, etc. Donc, c'est un peu comme il a expliqué dans la préface. Je pense qu'au début, il a pas mal hésité. Parce qu'effectivement, je pense qu'il n'avait jamais fait de préface jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il ne savait pas trop comment aborder tout ça. Et puis finalement, bon, il a accepté. Et puis voilà, ça a donné ce texte qui est, ma foi, très chouette. Finalement, il y a eu pas mal je trouve, de documentaires filmés qui ont été très intéressants, qui ont été faits avec des portraits de personnes, etc. Mais c'est vrai qu'avec une bande dessinée, ce qu'on discutait un peu de ça avec Louise au début, c'est que ça apporte vraiment une prise de recul sur la réalité, justement. Parce que on dessine les personnes, en fait. C'est pas des images filmées. Donc, en fait, il y a vraiment beaucoup de prise de recul. Et puis, effectivement, effectivement, même si je retranscris la parole des gens et leur regard sur le monde, c'est quand même à travers mon regard à moi que je les dessine. Donc, il y a une part de subjectivité et la façon dont je les présente, la façon dont je retranscris les paroles. Il y a aussi des choix artistiques qui sont faits, des choix par rapport à ma sensibilité, etc. Donc, c'est vrai que le but avec ce livre, c'était vraiment d'amener à faire réfléchir, en fait. Donc, c'est vrai que finalement, dans les témoignages, je suis allée assez loin. C'est très philosophique parce que je suis vraiment allée au fond des choses dans les entretiens. C'était des entretiens très, très longs que j'ai menés. C'était vraiment de la psychanalyse, hein, comme je disais. Et le but, c'était vraiment d'amener à faire un livre, un outil de réflexion, on va dire, même pour des gens qui ont vécu le mouvement, au final, d'amener à se poser des questions sur l'avenir. C'est aussi une analyse du mouvement, en fait. C'est un bilan un peu critique aussi, parce que les gens sont très critiques, finalement, vis-à-vis de ce qui n'a pas fonctionné. Et je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce regard-là, cette espèce de bilan, en fait, de fond sur le mouvement, la façon dont il a fonctionné, ce qui a été positif, ce qui l'a moins été. Voilà. Donc, il y a vraiment tout ça aussi dans ce livre. C'est pour ça que c'était bien de le faire aussi sur la durée, de le faire après la grande dynamique du mouvement, justement pour à froid se poser et on réfléchit à ce qui s'est passé, on réfléchit à toutes les leçons qu'il faut en tirer. Et voilà, c'était vraiment ça aussi l'optique du livre, en fait. Donc c'est vrai que on était moins dans l'instantané que des lives Facebook ou des choses. Il y a une prise de recul, en fait, qui me semble nécessaire maintenant, et que c'est vrai que souvent on prend plus le temps de prendre du recul sur les choses et de réfléchir un peu à. Voilà, donc c'était un peu le but de ce livre aussi. C'est pour ça, moi, au début, ce que j'expliquais,
moi, je l'ai fait vraiment dans un sentiment d'urgence, en fait, le livre au début. Quand j'avais recueilli les témoignages, c'était pendant que ça se passait, donc à partir de novembre 2018. Et il y a vraiment ce sentiment d'urgence, de dire il faut vraiment que je recueille la parole des gens parce que faut vraiment que j'explique maintenant ce qui se passe. Mais le problème, c'est que la BD, c'est tellement long. Il m'a fallu plusieurs semaines entre le moment où j'ai recueilli les témoignages et le moment où j'ai commencé à les dessiner. Je les avais mis sur un blog sur Mediapart, justement dans le but que ce soit diffusé pendant que ça se passait. Mais la BD ne permet pas ça, en fait. Donc, c'est pour ça que c'est… Par contre, les films, tout ce qui est filmé, etc., ça permet de retranscrire vraiment ce qui se passe pour que les gens ils se rendent compte de ce qui se passe à ce moment-là, quoi. Et donc, par contre, c'est vrai que j'ai essayé de faire ça en BD au début. Ça, c'est pas un outil qui permet de faire ça parce que c'est trop long à faire. Par contre, c'est un outil qui est efficace pour prendre du recul et expliquer après, en fait, comment les choses se sont passées. Et pour revenir au cœur du mouvement, quelle analyse un petit peu sociologique, entre guillemets, tu fais parmi les gens que tu as rencontrés chez les Gilets jaunes? Tu vois une catégorie sociale qui émerge plus qu'une autre? Tu vois un mélange de générations, de catégories, de classes sociales? Comment tu le vois, toi, quand tu as discuté avec les gens? Alors, du coup, il y a ce que j'ai vu sur le terrain. Et du coup, je me suis plongée un peu dans certaines études sociologiques qui avaient été faites sur le terrain. Justement, la France des Gilets jaunes, j'en parlais tout à l'heure, c'est la France des petites classes moyennes, les classes populaires, donc c'est les employés, les ouvriers, les gens qui travaillent dans les services, etc., les prestataires de services, etc. Donc, en gros, c'est ça. Et au niveau des générations, c'était vraiment toutes les générations réunies. Il y a quand même globalement assez peu de gens de moins de 20, de 25 ans. Je crois que la grosse tranche d'âge vraiment la plus majoritaire, c'était en gros les 40-60 ans, quoi. Même s'il y avait toutes les générations réunies, mais voilà, autant d'hommes que de femmes. Enfin voilà, c'était globalement un mouvement quand même qui a intergénérationnel, quoi. C'est ça que tu entends par complexité du mouvement? C'est un terme qui revient. C'est Oui. ça que tu veux dire? Oui, oui, c'est ça. C'est ça que je veux dire par complexité, c'est que, en fait, c'est un moment pour moi qui a plusieurs visages, en fait, et qu'on peut pas. C'est difficile. Alors, effectivement, il y a ces grandes lignes. C'est la France des classes populaires, des petites classes moyennes. Mais c'est pour ça, moi, je trouve ça trop frustrant. J'avais besoin de mettre des visages, en fait, sur ces statistiques-là. Et au final, effectivement, moi, ce que j'ai vu sur le terrain et les personnes qui sont dans le livre, elles reflètent un petit peu ces statistiques, entre guillemets. C'est que c'était des gens vraiment, on voit qu'ils ont des parcours extrêmement différents, mais quand même avec ce point commun, c'est soit d'être issus d'un milieu populaire ou des petites classes moyennes, même si c'est des gens qui par la suite socialement ont évolué, ne sont pas dans le même milieu, mais il y a quand même à la base sont issus de ce milieu-là. C'est des gens qui savent ce que c'est d'être dans la merde, en fait, je sais pas comment dire ça autrement. C'est des gens qui savent ce que c'est d'être regardé de haut. Je pensais peut-être ça, en fait, le résumé. Voilà, il faut savoir ce que c'est d'être regardé de haut, d'être méprisé socialement pour comprendre ce mouvement, en fait. On arrive, je pense, à la limite d'un système, en fait. Et pour moi, le mouvement des Gilets jaunes, c'était un mouvement d'alerte, en fait. Il y a pas mal de gens qui ont pris conscience à travers ce mouvement qu'on était arrivé à la fin d'un système, en fait. Ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus. Et les Gilets jaunes, c'est un symptôme de ça, en fait. J'avais justement une petite question, parce que puis je pense qu'on va dessus, comme tu dis, ça a permis à tout le monde à beaucoup de gens de remarquer que le système actuel dans lequel on était avait l'air de toucher à sa fin, en fait, et que la voie qu'il avait devant lui était pas si prometteuse, mais dans la BD aussi, c'est ça que j'ai bien aimé. Finalement, tu parles du passé, tu parles de présent, mais tu envisages aussi l'avenir. C'est toujours léger, tu le laisses ouvert, mais on sent qu'il y a quelque chose que tu as. Il y a des questions peut-être que tu te poses sur ce qui va venir ensuite, mais tu as des envies, des espoirs aussi. Alors, désespoir, honnêtement, là, actuellement, j'en ai aucun. Donc voilà. Bon, ça ira peut-être mieux dans quelques mois, mais pour l'instant, je vois pas trop de lumière au bout du tunnel. Là. Mais par contre, ça me semblait important dans le livre d'ouvrir un peu sur l'avenir, en fait. C'est qu'à la fin, en fait, de tous les entretiens que j'ai menés, j'ai demandé aux gens, mais comment tu vois l'avenir? Qu'est-ce que toi, tu as appris de ce mouvement? Et comment tu vois les choses maintenant? Comment tu vois l'avenir? Et c'est vrai que du coup, il y a pas mal de réflexions sur l'avenir, sur les avenirs possibles. Donc notamment, il y a quelques pistes, notamment il y a le témoignage de Mathieu, donc vers la fin du livre, en fait, où voilà, il est beaucoup question de décroissance, etc.
d'autonomie, en fait, d'être autonome sur le plan énergétique, autonome sur le plan alimentaire. Enfin, voilà, il y a tout un tas de questionnements comme ça sur finalement comment sortir de ce système-là qui ne fonctionne plus et quelles sont les pistes pour l'avenir. Donc, effectivement, il y a chacun dans le livre, en fait, et on va dire un niveau différent de sa prise de conscience. Mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même globalement, dans tous les témoignages, une prise de conscience qu'il fallait aller vers une forme de décroissance, en tout cas qu'il fallait ralentir notre façon de consommer, qu'il fallait consommer différemment. Donc il y a vraiment une prise de conscience dans tous les témoignages, mais chaque personne à son niveau en fait. Certains, ils en prennent juste conscience, ils commencent juste à faire des petites choses pour sortir justement de la société de consommation. Et puis il y en a d'autres qui sont allés beaucoup plus loin, comme Mathieu, lui, il est dans une optique vraiment d'autonomie, ça fait des années qu'il y pense. Il a construit sa maison dans cette optique-là. Puis voilà, on parle pas mal d'écologie aussi dans le livre. Il y a vraiment une prise de conscience écologique aussi. Enfin, il y a vraiment une prise de conscience que ça fonctionne plus au niveau économique, ni écologique, ni au niveau social, le système dans lequel on est, il faut penser les choses autrement, quoi. Oui, si on reprend un peu, parce que pour chaque témoignage, tu mets en dessous donc, du nom de la personne une petite phrase. Et je pense à celle de Gilles qui dit tout ce qu'on nous propose, ce sont des boulots de merde, des vies de merde, des retraites de merde. Oui. Donc constat. Un bon résumé. Et puis, par exemple, Barbara, qui dit toutes les luttes sont en train de se rejoindre. Et ça, c'est déjà une idée très importante qu'on a beaucoup essayé de mettre en avant à un moment particulier. C'est justement la convergence des luttes. Voilà, il faut qu'on se mette ensemble pour réussir à obtenir quelque chose. Finalement, on est les plus nombreux. Hein. Donc, ce qui nous manque, c'est justement d'être unis pour réussir. Et ça rejoint un peu justement l'idée de lutte de classe. On est ensemble, on a tous des intérêts communs et si nos luttes se rejoignent, on peut faire quelque chose. Et puis je pense aussi à la phrase de Brice, j'aimerais que la domination de l'homme par l'homme n'existe plus. Là, on arrive finalement au souhait, un peu à l'idéal qu'on aimerait obtenir. C'est ça, en fait, c'est vrai qu'au final, le livre il est très philosophique. En fait, c'est la façon dont j'ai mené les entretiens aussi, c'était presque de la psychanalyse que je leur ai fait subir. Donc c'était vraiment, je suis vraiment allée au fond des choses. Donc du coup, ça amène, je trouve, des choses très philosophiques et j'ai vraiment essayé d'aller au fond des choses dans ce livre et d'amener les gens vraiment à exprimer vraiment leur vision de la vie en général, leur vision de l'avenir. Donc en fait, le constat, il est quand même assez amer dans le livre globalement, mais je trouve qu'il y a quand même des pistes et des pistes pour l'avenir, des choses intéressantes qui se dessinent à travers les témoignages. Et justement, quand Barbara, elle dit que toutes les luttes sont en train de se rejoindre, ça, c'était vraiment la période, on va dire, où on était, c'était vraiment les mouvements contre la réforme des retraites, où il y avait vraiment une réelle convergence qui avait commencé à se mettre en place et qui a été complètement pétée par la crise du Covid. Donc là, je ne sais pas si toutes les luttes se rejoignent, mais j'ai l'impression quand même que tout le monde est plutôt divisé, plus qu'uni pour l'instant. Et je me permets juste, je rebondis sur ce que tu as dit avant, parce que, en fait, au départ, la crise des Gilets jaunes, elle arrive parce qu'il y a une taxe sur le gasoil, qui est une taxe dite écologique, parce que on veut sauver la planète avec des taxes en France, parce qu'on ne sait rien faire d'autre, et puis on a des gros cons oligarques qui sont au sommet de la pyramide. Mais est-ce que tu as vraiment l'impression qu'à la base, c'était pour un monde meilleur? C'est-à-dire que ce mouvement, c'était pas plutôt sur le pouvoir d'achat? Enfin, comment tu as vu la conciliation, en fait, de la difficulté de la fin du mois, la fin du monde? Comment tu as vu ça arriver pendant que tu discutais avec les gens? Alors moi, en fait, mon analyse, c'est que il y a beaucoup de gens, en fait, c'est vraiment le côté pouvoir d'achat qui les a fait bouger au début. Ça a été un peu le déclencheur parce que finalement, c'est quand certaines personnes voient les effets immédiats on va dire, de ce qui ne fonctionne pas dans un système. C'est quand elles en voient les effets vraiment sur leur vie quotidienne que certaines personnes commencent à bouger, en fait. Donc effectivement, ça a vraiment démarré, pour pas mal de gens, ça a démarré comme ça, c'était vraiment le déclencheur. Et pas mal de gens, après, moi, m'ont dit, en fait, que c'est par la suite, en fait, au fil du mouvement, qu'ils ont commencé à s'interroger sur les causes, finalement, de ce qui n'allait pas dans leur vie quotidienne. Et que petit à petit, il y a une prise de conscience politique, on va dire, qui s'est mise en place pour pas mal de gens.
Alors certains l'avaient déjà avant, certains avaient déjà une conscience politique, et puis certains l'ont vraiment développé pendant le mouvement, et ont vraiment commencé à se poser des questions et à s'interroger, et justement à remettre en question un peu petit à petit certaines de leurs certitudes, certaines de leur façon de vivre. Enfin voilà, ça a été vraiment un choc philosophique pour pas mal de gens, ce mouvement. Hein. Ça a démarré vraiment de quelque chose, on n'aurait pas imaginé que ça allait évoluer de cette façon-là. Et est-ce que tu as l'impression que le fait, est-ce que ça sera un retour de la lutte des classes du coup, parce que le déclassement social qu'ont vécu bon nombre de Français depuis les années 80, fin des années 90, début des années 2000 et de la mondialisation émergente, est-ce que tu as l'impression que c'est ça qu'on a vécu? En fait, est-ce que les Gilets jaunes, c'est le retour de bâton de la mondialisation heureuse d'Alain Minc et de tous ces débiles néolibéraux du sommet de la pyramide? En fait, ouais, c'est vrai que toute cette histoire de lutte des classes, c'est marrant que tu en parles parce que moi, j'y croyais pas avant, en fait. Quand on parlait de ça, je me disais, oh là là, enfin, c'est quoi ce concept Et puis finalement, je me suis rendu compte, pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'était pas si con que ça comme concept, en fait. Donc effectivement, moi, j'ai vraiment retrouvé à travers ce mouvement une conscience de classe que j'avais pas forcément. Et est-ce que tu as une remarque à faire sur l'appropriation de la démocratie? Tu vois, comment les Gilets jaunes, ils organisaient des assemblées générales, comment ils élisaient, par exemple, des coordinateurs ou des représentants de ronds-points, de groupes. Parce qu'on a vraiment vu, voilà, des gens se réapproprier l'organisation collective, politique, mais au sens noble, c'est-à-dire la vie de la cité, l'organisation de la vie de la cité. Et ça a quand même fait plaisir. Enfin, moi, je sais que comme d'autres, j'ai trouvé ça génial de voir des gens sur un rond-point s'attaquer à qu'est-ce que c'est que la Constitution, comment on élit des gens qui nous représentent, ou pas d'ailleurs. Voilà, c'est peut-être aussi là la faiblesse du mouvement. Mais toutes ces j'ai envie de dire, c'est technique, mais cette démocratie effective. Comment tu l'as vu toi sur les ronds-points ou avec les expériences que tu as recensées? Alors effectivement, c'était vraiment super intéressant en fait ce qui s'est passé à ce niveau-là. En fait dans les témoignages, ça revient beaucoup en fait cette question de comment comment repenser la démocratie en fait. Il y avait vraiment cette question, ce sentiment pour pas mal de gens qu'ils n'étaient plus maîtres de leur destin en fait, que la démocratie telle qu'elle est appliquée actuellement ne fonctionnait plus. Et que les gens n'avaient plus vraiment la parole en fait en tant que citoyens. Est-ce qu'on a encore vraiment la parole? Est-ce qu'on décide vraiment encore de quelque chose dans le système tel qu'il est actuellement? Et je pense que pas mal de gens se disent que non, que ça fonctionne plus. Donc effectivement, sur les ronds-points, les gens ont essayé d'imaginer d'autres façons de vivre la démocratie et pour faire en sorte que la démocratie soit plus directe. Donc il y a eu pas mal d'expériences dans ce sens, et pas mal de gens en parlent d'ailleurs dans le livre. Alors certains ont un regard critique en fait là-dessus, en disant que la démocratie en fait directe, complètement horizontale, elle a aussi ses limites. C'est-à-dire que ça peut être très compliqué. D'ailleurs, ça n'a pas forcément fonctionné sur le long terme de mettre d'accord en fait des gens extrêmement différents. En termes de nombre, peut-être, parce que la gestion du nombre, quand on est sur de la démocratie horizontale, c'est compliqué, au-delà de quelques centaines ou quelques milliers. Et alors, qu'est-ce que tu attendrais, toi, comment dire, des suites politiques des Gilets jaunes, sachant que les élections arrivent là très bientôt? Ça, une grande question, les suites politiques des Gilets jaunes. En fait, pour moi, ce que je disais, dans les réfléchissants et en discutant avec certaines personnes, en fait, pour moi, maintenant, les Gilets jaunes sont un peu partout, en fait. Alors, il n'y a pas eu de débouché politique à purement parler, mais par contre, maintenant, les Gilets jaunes, il y en a partout. Les gens, maintenant, qui ont fait partie des Gilets jaunes s'investissent dans plusieurs collectifs. Il y en a certains qui sont présentés à des élections municipales, Maintenant, il y a pas mal de gens qui sont réappropriés, finalement, la vie politique, même au niveau local, qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Il y a des gens qui, maintenant, qui s'investissent, en fait, par exemple, dans le livre, il y a Dany qui s'investissait jamais avant dans quoi que ce soit, qui a créé une association de défense de son métier d'ambulancière. Il y a différentes façons de s'engager. Et globalement, toutes les personnes qui ont participé au mouvement se sont engagées après dans d'autres choses, selon leur sensibilité, etc. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment, c'est le terme, c'est émancipateur, voilà.
il y a vraiment une émancipation pour pas mal de gens à travers ce mouvement qui s'est faite. Et les gens qui l'ont vécu, maintenant, ils s'investissent dans différents collectifs, dans différents domaines, selon leur sensibilité. Donc, effectivement, il n'y a pas eu de débouché gilets jaunes vraiment, on va dire, au niveau national, pas encore, mais en tout cas, un peu partout, les gilets jaunes maintenant sont partout, ils s'investissent un peu partout. Oui, ça c'est très positif. On est dans une période vraiment morose, c'est clair. Mais voilà, on peut retenir ça. On est toujours là, partout, comme tu le dis, et chacun s'investit ou essaie de créer quelque chose en fonction de ce qu'il est, de sa sensibilité. Et puis les liens qui se sont créés à ce moment-là, eh ben, ils sont toujours existants et ils vont perdurer. Et ils vont nous permettre de continuer à réinvestir la politique au sens noble du terme, effectivement. Et ça, c'est positif. Moi, c'est la principale chose que je retiens de ce mouvement, c'est ça. C'est la seule chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est ça, en fait. C'est cette prise de conscience, cette émancipation intellectuelle, politique qui s'est faite à travers ce mouvement. Ça, c'est quelque chose qui est acquis et voilà, qui portera ses fruits peut-être dans l'avenir. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quelque chose de très positif, en fait. C'est que ça a donné envie aux gens de s'investir et de s'investir politiquement, de s'investir dans la vie politique, dans la vie citoyenne, en tout cas. Bon, on est d'accord, alors les gilets jaunes, c'était une graine. C'était une graine. Ouais. Mais une graine, ça met longtemps à pousser. Et je pense que Mais ça fera un arbre, ça fera un plus bel arbre. Mais je pense que c'est ça. On verra les effets de tout ça, je pense, sur le long terme. Mais en tout cas, effectivement, là, on est dans une période où c'est difficile de se projeter dans un avenir radieux. Et j'ai envie de citer, juste pour la fin, dans le témoignage de Mathieu, à la fin, il dit « Il y a eu un éveil des consciences, des gens se sont politisés, et une fois que tu as compris certaines choses, tu ne peux plus rester sans rien faire. » Voilà, mais je pense que le mouvement des Gilets jaunes, au moins, ça a donné ça. On ne va plus rester sans rien faire. Oui, c'est ça. Et puis, il y a aussi... puis les gens ont appris aussi, je pense, que la lutte, ça prend du temps. Et que, voilà, et que, effectivement, on ne change pas le monde en 2 jours ou en 2 week-ends. Merci beaucoup Sandrine, merci à l'équipe de 2CDR et ben on se dit à bientôt peut-être pour la suite de nos aventures respectives.